الصباحية الثانية رغم أن جات متأخرة شويش. غادي نبداو بسياسات الصحة العمومية في مواجهة الأوبئة بالمغرب، اللي كان متوقع أن يديرها الأستاذ شكيب النجاري، chef de laboratoire d'épidémiologie clinique à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès، ولكن غادي يعوضو الأستاذ الكريم نبيل التشفوتي، les politiques de santé publique face aux épidémies au Maroc. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. Merci Monsieur le Président, honorable assistance. Tout d'abord, je vous transmets les excuses de mon maître, Monsieur le Professeur Shakib Njari, qui devait faire cette intervention, mais qui vient d'avoir un empêchement urgent, et donc il m'a honoré de la faire à sa place. Donc l'objet de cette intervention, pardon. Donc l'objet de cette intervention, c'est les politiques de santé publique face aux épidémies. Tout d'abord, donc tout à l'heure, les orateurs ont bien développé les aspects sociaux et le déroulement de ces épidémies au fil de l'histoire. Et donc cette présentation va faire le point un peu sur donc la gestion de ces épidémies selon donc les époques et selon les contextes qui étaient très différents d'une époque à l'autre. Tout d'abord, je vous présente le plan de cette présentation, qui est en fait un plan qui suit un peu l'ordre chronologique, en commençant par les épidémies du Moyen-Âge, et là on va en parler assez succinctement, puis la période précoloniale et coloniale, c'est-à-dire la situation sanitaire au Maroc à la veille du protectorat, et comment donc les autorités du protectorat ont-elles géré la situation, l'après-protectorat, pour finir avec la situation actuelle et bien évidemment les perspectives pour l'avenir. Comme illustration des épidémies du Moyen-Âge, on va parler succinctement de la peste. Avant ça, donc, c'est quelques repères historiques, notamment donc, la conquête de l'Andalousie, après la dynastie Idrisside à Fès. On a parlé de la dynastie Idrisside à Fès parce qu'il y a un aspect assez important de l'hygiène qui était instaurée à Fès depuis qu'elle a été bâtie par Moulidiz, et on va voir ça au fil de la présentation. Donc, durant la période médiévale, la succession des épidémies et des crises sanitaires a affecté la société d'une manière générale. On va commencer par la peste noire durant le XIVe siècle, qui a pris naissance à la Chine et qui s'est propagée vers l'Espagne et le Maroc, comme on va voir dans une carte de l'époque, qui fait partie des premières cartes descriptives de la progression des épidémies. Et là, donc, Ibn Khaldoun, qui est un brillant témoin contemporain vivant de l'époque, qui a dit « Telle était la situation au milieu du 8e siècle de l'Hégire, lorsque la terrible peste Ta'oun vint attaquer la civilisation, le Umran, en Orient comme en Occident, et a ravagé les nations en emportant une partie de notre génération. La civilisation décrut avec la population, les villes et les maisons se vidèrent, les chemins s'effacèrent, les villages se dépeuplèrent et les dynasties et tribus s'affaiblirent. » Donc c'est une carte qui décrit un peu la propagation de l'épidémie de l'Est vers l'Andalousie et un peu vers le Sud, c'est-à-dire le Maroc médiéval. La peste au royaume de Grenade vers le XIVe siècle a été vécue par Ibn Khatib, qui est un contemporain de l'époque, aussi bien comme vizir que comme chercheur de l'époque. Donc comme vizir, il devait prendre des décisions pour faire face à l'épidémie qui a ravagé donc toute la population avec un taux de fatalité très important pour l'époque.
et comme chercheur, et c'est là donc où il va observer les conditions de propagation avec la première notion de l'épidémie, c'est-à-dire la description des conditions de propagation de la maladie. Durant son grand séjour à Fès, donc entre 1359 et 62, il consigna ses observations dans un traité qui parviendra plus tard dans la bibliothèque des sultans saadiens. Un rappel bref de ces épidémies qui ont été donc décrites brillamment par ma collègue professeur Razi. On rappelle qu'il y avait 9 épidémies en Espagne entre 1348 et 1401. Et Ibn Khaldoun, donc, qui avait perdu par la peste sa mère et puis son père, a décrit cette situation avec un style littéraire dans la Muqaddima. Une peste terrible vint fondre sur les peuples d'Orient et d'Occident. Elle emporta une grande partie de cette génération et détruisait les plus beaux résultats de la civilisation. La culture des terres s'arrêta, faute d'hommes, les villes furent dépeuplées, les édifices tombèrent en ruine, les chemins s'effacèrent, les monuments disparurent, les maisons des villages restèrent sans habitants, les nations et tribus perdirent leur force et tout le pays cultivé changea d'aspect. Et donc là, c'est la première notion d'estimation du fardeau de la maladie, parce que maintenant on parle du fardeau de la maladie, donc c'est une description du fardeau de la maladie, du coût sociétal de l'épidémie, et on peut très bien mesurer l'ampleur de ce fardeau à l'époque. Donc ça c'est le manuscrit. Donc les premières conceptions de maladies épidémiques étaient faites, c'est-à-dire que un vêtement, un récipient qui peut être un vecteur de l'infection, c'est-à-dire qu'à partir de l'observation, on pouvait déjà avoir quelques idées sur les éventuels vecteurs, sur les éventuels constituants de la chaîne épidémiologique. Donc la maladie pourrait se déclarer dans une ville de la côte, jusqu'alors indemne si un voyageur malade y arrive, venant au-delà d'une ville où l'épidémie fait ravage. Donc là, c'est les premiers concepts de la transmission et donc de l'épidémie qui étaient développés par la suite. Et donc la plupart des personnes qui sont restées en bonne santé pendant l'épidémie sont celles qui étaient isolées du monde extérieur. Et donc c'est à partir de là que les premières notions de prévention primaire étaient déjà conçues. Avant de passer donc à l'époque précoloniale et coloniale, une plaque sur l'hygiène dans la ville de Fès, telle qu'elle a été décrite à travers l'histoire. Donc à partir du XIe siècle, il y avait la description qui était faite par Al-Bakri d'une rivière qui traversait la ville et qui alimentait les bains et toutes les maisons. Donc il y avait déjà la notion de bain et d'hygiène. Une fontaine dans chaque place, 121 endroits d'ablution et 92 bains publics et 117 lavoirs. Léon l'Africain en 1510 avait décrit des mosquées avec toilettes de marbre et hôtels avec eau courante et toilettes individuelles. Et sans oublier la description du réseau d'eau et d'égout de la ville de Fès. Donc cette plaque, c'est juste pour illustrer la place qu'avait cette ville à travers le Moyen-Âge, donc, et les notions d'hygiène qui étaient déjà mises, non seulement conçues, mais mises en place dans le, si on peut dire, plan d'aménagement de la ville. Donc je n'ai pas détaillé cette période-là parce qu'elle a été bien détaillée par les orateurs. Maintenant, on passe à la médecine précoloniale, c'est-à-dire à la veille du protectorat. Donc la situation continuait à se dégrader au fil des siècles et il y avait deux principales pratiques. L'une populaire avec le mélange de la magie et d'un savoir médical qui n'était plus que l'ombre de celui de l'âge d'or, parce que l'âge d'or était déjà passé. Les moyens utilisés relevaient alors de la thérapeutique religieuse chez les frères avec les adéiens et l'astrologie de pratique d'exorcisme et utilisation de quelques préparations d'herbes médicinales.
et l'autre était celle des Maristans, gérée par les Habous. À l'origine, les Maristans, donc, qui étaient plus tard serviront presque exclusivement comme asile pour les malades mentaux et marginaux et qui fonctionnaient par arrêté en 1946. Donc, pendant le protectorat, quelle est la situation qui a été donc décrite par l'arrivée du protectorat et quelles sont les mesures qui ont été faites, quelles sont les principales actions? Donc tout d'abord, un bref aperçu sur les caractéristiques sociodémographiques de la population marocaine à l'arrivée donc du protectorat. Donc la population était estimée à environ 4 333 000 habitants. Donc malgré l'importance et la réputation de la médecine arabe savante, l'état sanitaire était assez déplorable. Aucune réglementation en matière de santé, donc il n'y avait pas d'aspect réglementaire. Aucune surveillance des maladies infectieuses, donc il n'y avait pas de cadre réglementaire ou juridique qui régissait la gestion, c'est-à-dire l'observation ou les registres, où il n'y avait rien de ça. Et la médecine, bien évidemment, était essentiellement traditionnelle. Donc, comme une description, les experts sanitaires français en 1912 trouvèrent des bouches édentées, des paupières bouffiées, des plaies suppurantes, des membres déformés par des fractures mal réduites, des visages grêlés par la vérole, des enfants de ventre enflé, des vieillards au corps déjecté, désarticulés par le poids, etc. Donc cette effroyable description reflète un peu la situation sanitaire d'un pays en proie des maladies infectieuses et parasitaires, face auxquels il n'y avait pas de plan d'action, sauf les aspects traditionnels dont on vient de parler. Face à cette situation, Lyautey a fait sa déclaration que l'expression coloniale, à ses rudesses, elle n'est pas sans reproche ni tard, mais si une chose l'anoblit et la justifie, c'est l'action du médecin, c'est-à-dire la première notion de santé publique au début du protectorat, donc le fait que les autorités coloniales devaient travailler sur la santé publique et devaient bien évidemment faire face à la situation déplorable auquel ils étaient confrontés. Mais on va voir que ce système n'était pas simplement par générosité, mais c'est surtout pour protéger les colons français des épidémies frappant ce qu'ils appelaient les indigènes. Donc c'est une motivation principale. Ainsi, une première organisation sanitaire était créée en 1912 et appelée Service public de santé, qui était calqué plus ou moins sur le modèle sanitaire de la France métropolitaine. Entre 1912 et 1918, vu la situation épidémiologique de l'époque, la première guerre, c'était contre les maladies transmissibles et infectieuses, donc la guerre contre les vecteurs, avec des mesures concrètes pour faire face donc, à cette situation. En 1920, il y avait la création à l'entrée des grandes villes de Spes de Lazareth, où séjournaient les migrants de l'exode rural, parce qu'il y avait donc déjà la notion de contagiosité, de transmission, avec la vaccination obligatoire, création du bureau d'hygiène municipale avec une liste de maladies obligatoires, et donc qui dit liste de maladies obligatoires, dit l'ébauche d'une réglementation sur la surveillance épidémiologique qui sera développée par la suite, la surveillance. Le développement de la médecine coloniale, la santé publique et l'hygiène, quelques situations sur quelques illustrations de la situation sanitaire de la population marocaine. Donc la leptospirose a été évoquée pour la première fois par Menot et Fargeau, qui ont signalé 7 cas à Fès. Entre 1950 et 1962, donc le maximum de travaux ont été faits sur la leptospirose et ont été donc menés avec la participation des docteurs Maïloux et Kolochine RP. Un événement donc marquant maintenant sur les infrastructures, c'est donc l'inauguration de l'INH au Maroc, l'Institut national d'hygiène qui porte toujours ce nom, qui a été inauguré en 1930 par le président du Conseil supérieur d'hygiène en France,
et qui avait comme tâche la prise en charge des problèmes d'hygiène et épidémiologie des maladies transmissibles, ainsi que la diffusion des notions élémentaires d'hygiène et de prophylaxie. Donc, c'est les premières actions d'éducation pour la santé. Donc, il y avait déjà cette notion-là. La diffusion des notions élémentaires d'hygiène, donc c'est l'éducation pour la santé, sachant que à l'époque, la plupart de la population était analphabète, donc il y avait beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Et l'Institut Pasteur, qui était donc fonctionnel à partir de 1932, à Casa puis à Tanger. Toujours dans le cadre des infrastructures hospitalières, cette fois-ci. Donc on distinguait 3 types d'hôpitaux, et cette fois-ci, ce n'est pas en fonction de leur domaine de compétences, mais c'est en fonction de l'origine ethnique des patients ou des personnes qui étaient prises en charge. L'hôpital civil pour les Européens, l'hôpital indigène pour les locaux, les musulmans, aussi bien les musulmans que les Israélites, les Juifs, et l'hôpital musulman qui était, comme son nom l'indique, réservé aux seuls musulmans. L'évolution de la construction de structures sanitaires pendant le protectorat entre 1912 et 1956. Donc en 1956, il y avait 117 hôpitaux, dispensaires, centres de santé, salles de visite 411. Le nombre de lits a évolué de 163 à plus de 17 000. Comme indicateur de santé, le nombre de médecins pour 100 000 habitants, il y en avait un seul médecin pour 100 000 habitants en 1912 et 3,6 à la veille de l'indépendance. Personnel paramédical, 0 en 1912, 305 à la veille de l'indépendance. Donc ce tableau résume un petit peu l'évolution de l'infrastructure en termes de ressources humaines que d'établissement de soins de santé de base et établissement hospitalier. Quelques photos, donc la porte de l'hôpital Kokar et donc les conditions d'hospitalisation dans l'époque. Donc après avoir parlé après avoir évoqué brièvement la période ancienne du Moyen-Âge, le protectorat, donc après l'indépendance, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on a fait? Donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour donc, la santé de ce pays? Alors là, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est la première conférence nationale de santé qui était donc sous la présidence, qui était tenue sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohammed V. Donc c'est cette conférence qui avait défini, si vous voulez, les principaux axes, les grands axes ayant régi le système de santé au lendemain du protectorat, sous tous ces aspects. Après donc la déclaration d'Alma-Ata en 1978, et donc l'évolution du système de santé au Maroc, après l'indépendance, on peut la classer, on peut la répartir en plusieurs périodes. De l'indépendance jusqu'à l'année 1980, donc c'était la mise en place du système de santé, du système national de santé. La santé, donc la notion de responsabilité, donc la santé était la responsabilité de l'État, donc cette notion a été instaurée et donc mise au point, avec le développement des infrastructures, la rationalisation des ressources, la création des 2 premières facultés de médecine, la faculté de médecine de Rabat en 1962 et de Casa en 1975, donc qui était un tournant dans la formation des ressources humaines nationales, notamment les médecins. La deuxième période de 1981 à 1994, après la déclaration OMS de l'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, et donc là, l'action a été focalisée sur l'offre de soins et les programmes sanitaires, notamment la vaccination, dont on va illustrer les bienfaits à l'aide d'un graphique que je vais vous présenter tout à l'heure, et le renforcement, donc les soins de santé de base.
La troisième période, donc ça, c'était la période, si on peut l'appeler la période des réformes, à partir de 1995, donc les réformes juridiques, les réformes hospitalières, comme on va détailler un peu plus en avant. La transition économique, démographique et épidémiologique, donc il y avait des défis qui ont été générés par cette transition. Quand on parle de transition épidémiologique, il y a beaucoup de choses à dire qu'on peut résumer pour le cas du Maroc dans le double fardeau, aussi bien des maladies transmissibles que des maladies non transmissibles. Donc il y a l'amélioration de certains indicateurs de santé, mais qui ont généré de nouveaux problèmes de santé publique qui ne constituaient pas un fardeau auparavant, notamment les maladies non transmissibles. Il fallait faire face, bien évidemment, à l'insuffisance du financement et à la solidarité. Donc la structure et l'organisation envoyée des services de santé. La structure, donc c'est une structure qu'on enseigne aux étudiants à partir de la première année de médecine pour connaître un petit peu l'organisation et les différents niveaux de soins, en commençant par le premier niveau qui est le niveau de contact avec la population, jusqu'au niveau tertiaire. Donc cette structure a nécessité bien évidemment un travail d'organisation. Donc il y a beaucoup d'acquis, mais aussi des insuffisances. Donc l'amélioration de l'état de santé de la population, la progression en matière d'extension de la couverture sanitaire, avec un recul de certains indicateurs de mortalité, notamment la mortalité infantile et juvénile, mais aussi une disparité dans l'accessibilité aux soins entre les milieux et entre les différentes classes sociales. Donc ça, c'est la déclaration des soins de santé primaires. Cette plaque résume un peu le résultat ou la situation après plusieurs décennies de réformes. Donc la réforme institutionnelle qui a visé le renforcement de la concentration et la régionalisation à travers le nouveau partage de rôles et la redistribution des responsabilités, qui a donc conduit à la réforme hospitalière. La réforme du financement, donc qui avait comme objectif d'améliorer la solvabilité par la solidarité, le partenariat privé-public. Donc tout ça, ce sont des résultats d'un travail de réforme qui a duré plusieurs décennies. Le résultat de certains programmes de santé sont bien évidemment très apparents, notamment notamment la vaccination. Donc là, on peut facilement observer l'évolution des cas de poliomyélite, par exemple, en fonction en fonction de l'augmentation du taux de couverture vaccinale. Donc les maladies qui ont fait l'objet de programmes de vaccination, on peut dire que généralement ils sont plus ou moins circonscrits. La coqueluche, comme indicateur de transition épidémiologique, la transition démographique, donc l'évolution de la pyramide des âges des Marocains, et on voit qu'entre 1960 et 2010, on voit cette évolution de la pyramide des âges. Donc on a plus de sujets âgés par rapport au lendemain de l'indépendance, et donc c'est cette situation qui génère de nouveaux problèmes de santé qui sont assez difficiles à prendre en charge, notamment en termes de coûts monétaires, parce que là on parle surtout des maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et les cancers, et le coût de leur prise en charge, c'est une autre thématique où on peut dire beaucoup de choses. Donc ça, c'est une situation qui résume un petit peu l'évolution des besoins et donc l'évolution des dépenses aussi en matière de santé pour le système, pour le pays. L'espérance de vie, bien évidemment, elle a augmenté. C'est un bel indicateur qui fait plaisir, mais bien évidemment, plus on a de vieux, plus on a de nouveaux maladies non transmissibles dont il faut faire face. Taux de mortalité maternelle, donc ça c'est un indicateur dont on peut être fier. Taux de mortalité maternelle et taux de mortalité donc infanto-juvénile qui a connu donc une réduction assez importante. Maintenant, après cette
évolution qui fait l'objet, qui a bien sûr, qui est le résultat des efforts qui ont été déplorés par le pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Quelle est la situation et quelles sont les perspectives? Après donc l'adoption de la constitution marocaine en 2011 par le peuple, il y a beaucoup d'articles qui font le point sur la santé et notamment le concept de droit à la santé. Et donc c'est un concept très important à partir duquel il y avait beaucoup d'actions qui ont été entreprises pour bien évidemment le mettre pour rendre la santé à la portée de tout le monde comme droit. Donc le droit à la vie, article 20, comprend également la lutte contre les mortalités évitables. Donc les mortalités qu'on peut éviter, le citoyen a le droit donc de bénéficier de leur prévention. Droit à la sécurité et à la protection de la santé, article 21. Article 31, droit d'accès aux soins. Droit à un environnement sain. Droit à la couverture médicale. Droit à la santé des personnes et des catégories à besoins spécifiques. Droit à l'accès des soins de qualité et à la continuité des prestations, article 154. Droit à la participation, droit d'accès à l'information. L'information c'est général, mais bien évidemment l'information concernant la santé. Et le droit à la protection de la famille et la préservation de son utilité. Donc tous ces articles-là sont en rapport avec la santé. Et donc ça, c'est bon. Une minute. Donc Monsieur le Président me fait comprendre que j'ai dépassé le temps, ce qui fait que je serai obligé de passer à la conclusion. La deuxième conférence de la santé, conférence nationale, c'était en 2013, donc entre 1956 et 2013, avec donc, de nouveaux défis. Donc, malheureusement, il n'y a pas le temps. Je passe donc à la conclusion. Pour conclure, je serai obligé de revenir au plan chronologique que j'ai utilisé au début. Au Moyen-Âge, donc, une médecine qui était en avance sur son temps, mais qui n'a pas pu évoluer à un temps où la Renaissance fait émerger en Europe. Les savants médecins du Maroc s'inscrivent dans ce grand mouvement. La grande victoire de la médecine coloniale d'abord a été contre les maladies infectieuses, en particulier donc les maladies qui sévissent de manière endémique et épidémique. Les grandes institutions de prévention ont été mises en place. Donc maintenant, on est en phase de maîtrise de l'accroissement démographique. On a gagné 28 ans d'espérance de vie. On a réduit le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, ce qui est donc un indicateur du sous-développement ou du développement. Et on est en phase de maîtrise de maladies transmissibles qui ont fait donc l'objet de programmes de vaccination. Et je vous remercie. Je m'excuse si j'ai dépassé le temps.